Au cœur du plateau, le centre névralgique des affaires et du luxe à Abidjan, se dressait le siège imposant de Kwame Motors, l'un des constructeurs automobiles les plus prometteurs d'Afrique de l'Ouest. Réputé pour ses berlines de direction élégantes, ses SUV écologiques et ses véhicules blindés destinés à l'élite, l'entreprise était le joyau du boom industriel ivoirien. Au sommet de cet empire trônait Jean-Marc Kwame, 34 ans. Solitaire, brillant, il figurait parmi les plus jeunes milliardaires du continent. Pourtant, contrairement à ses pairs, Jean-Marc fuyait les projecteurs. Aucune interview, aucune photo sur les réseaux sociaux, aucune apparition publique mondaine. Il dirigeait son monde derrière des vitres sans teint et des lignes téléphoniques cryptées. La raison ? Il était fatigué des mensonges. « J'en ai assez », murmura Jean-Marc d'une voix ferme mais empreinte de lassitude, assis dans son bureau panoramique qui surplombait la lagune ébriée. Son fidèle assistant, Seydou, leva les yeux de sa tablette. « Monsieur ?» Jean-Marc s'adossa dans son fauteuil de cuir, les doigts croisés. Chaque femme que je rencontre suit le même scénario. Dès qu'elles entendent le nom Kwame, leur ton change. Soudain, elles se passionnent pour le luxe. Elles parlent de vacances aux Maldives. Leurs parents commencent à s'enquérir de mes propriétés immobilières. Seydou soupira. Il avait été témoin de ce manège maintes fois. Vous n'avez pas tort, patron, mais que comptez-vous faire ? Jean-Marc se leva et s'approcha de la baie vitrée. Je veux tenter quelque chose de différent. Je veux me cacher à la vue de tous. Je veux devenir ordinaire. Peut-être qu'ainsi, je pourrais rencontrer quelqu'un de vrai. Seydou haussa un sourcil, sceptique. Vous voulez dire un déguisement ? Jean-Marc se tourna vers lui, une lueur amusée dans le regard. Exactement. Je vais devenir chauffeur. Un de ces chauffeurs privés qui attendent sous le soleil, ouvrent les portières et mangent dans le coin réservé au personnel. Vous ? Conduire ? Demanda Seydou, incrédule. Monsieur, vos mains n'ont pas touché un volant depuis des années. Vous avez un convoi de sécurité. Jean-Marc eut un petit rire. C'est justement ça le but. Si quelqu'un peut m'aimer quand je n'ai rien, ni titre, ni statut, ni avantage, alors peut-être que cet amour sera réel. Un silence plana dans la pièce. Puis Seydou déclara « Et si personne ne le fait, alors je connaîtrai la vérité, et je vivrai avec. » Cette nuit-là, le plan prit forme. Jean-Marc troqua sa coupe de cheveux impeccable pour une tonte plus grossière, laissa pousser une barbe de quelques jours et utilisa un léger maquillage pour donner à sa peau l'aspect fatigué de ceux qui travaillent au grand air. Il remplaça ses costumes italiens par des jeans délavés, de vieux polos et des mocassins usés. Seydou lui créa une fausse identité. Marc Conan, 32 ans, ancien mécanicien originaire de Bouaké, désormais chauffeur à la demande pour des agences locales. Une vieille Peugeot 406 cabossée, garée sur un terrain vague, deviendrait sa monture. « Vous êtes sûr de vous ? demanda Seydou une dernière fois. Jean-Marc hocha la tête avec une confiance tranquille. Si l'amour est réel, il me trouvera, même derrière un volant. Sans fanfare, dans le ronronnement discret d'un moteur fatigué, Marc le chauffeur prit la route, se dirigeant vers un destin qui allait bouleverser son existence. Le soleil matinal jetait une lueur dorée sur les rues poussiéreuses de Trècheville, un quartier populaire et animé où organisateurs de mariages, décorateurs et petites entreprises de logistique se partageaient des immeubles de bureaux bourdonnants d'activités. Marc Conan, ex-Jean-Marc Kwame, sortit de la vieille Peugeot, ajusta son col effiloché et se dirigea vers un bâtiment modeste dont l'enseigne indiquait « Prestige logistique, mariage, entreprise, transport ». À l'intérieur, l'atmosphère était fraîche grâce à la climatisation, mais chaotique. Les téléphones sonnaient, les gens entraient et sortaient en coups de vent, et un tableau blanc griffonné de planning était appuyé contre le mur. « C'est pourquoi ?» demanda une jeune femme à l'accueil d'un ton monocorde. « Chauffeur »,
répondit Marc, en prenant un léger accent du Nord et en baissant la voix. Je suis là pour la mission logistique. On m'a appelé. La réceptionniste pointa un doigt vers le fond du couloir sans même lever les yeux. Vous êtes en retard. Allez voir Madame Aïcha dans la salle de stock. Marc traversa lentement le couloir, jetant un coup d'œil dans les salles où des décorateurs s'affairaient avec des échantillons de fleurs et où des techniciens testaient des micros. Il atteignit enfin la petite salle de logistique. Elle était là, entourée de listes et de housses de chaises pliées, ses cheveux tressés rassemblés en un chignon strict, le visage concentré mais serein. Elle portait une robe simple en pagne bleu marine, sans ostentation, mais d'une élégance naturelle. Elle leva les yeux. « C'est vous le chauffeur ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. Marc. » Elle s'avança vers lui, son porte-bloc à la main. « Nous avons une urgence pour un mariage aujourd'hui. Le couple a changé de lieu à la dernière minute. Nous devons transporter l'équipe de traiteurs et quelques décorations de Yopougon jusqu'à Cocody. »« Pas de problème, » répondit-il. Elle marqua une pause, l'observant. « Vous êtes sûr ? Vous savez que les routes de Cocody ne pardonnent pas aux tacos. Votre voiture doit tenir le coup. » Il sourit poliment. Elle a l'air fatiguée, mais elle est fidèle. Aïcha laissa échapper un petit rire. C'était le premier moment de chaleur humaine qu'il percevait depuis son arrivée. Tant mieux. Chargez tout. On y va. Ils roulèrent ensemble à l'avant, traversant les avenues bordées d'arbres du centre-ville. Marc l'observait du coin de l'œil. La façon dont elle parlait avec respect à chaque membre de l'équipe, comment elle répondait aux appels stressants sans jamais élever la voix, et comment elle offrit spontanément un sachet d'eau fraîche à un ouvrier épuisé lors d'un arrêt. Elle était différente. À un moment donné, la Peugeot cala près d'un grand carrefour. Marc ouvrit le capot et sortit rapidement. Aïcha descendit à sa suite, inquiète. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-elle. « Non, non, » dit-il en resserrant un câble avec dextérité. « Elle fait ça quand elle a trop chaud. » Il répara la panne, essuya ses mains noircies sur un chiffon et reprit le volant. « Vous êtes calme ?» remarqua-t-elle alors qu'il repartait. La plupart des chauffeurs auraient paniqué. « J'ai connu pire », répondit-il simplement. La journée se termina tard, le soleil plongeant bas à l'horizon, alors que les dernières décorations étaient enfin installées. Aïcha lui tendit une petite enveloppe. « Votre paie pour aujourd'hui. » Il acquiesça. « Merci, madame. » Elle hésita, puis ajouta. « Vous avez fait du bon travail. Vous avez été patient. C'est rare. » En rentrant chez lui ce soir-là, Marc sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Cela ne faisait qu'une journée, mais la voix d'Aïcha, son rire et sa force tranquille résonnaient dans son esprit. Il sourit. Peut-être, juste peut-être, avait-il trouvé quelqu'un pour qui cela valait la peine de conduire ? C'était un mercredi après-midi humide lorsque Marc gara la voiture poussiéreuse dans l'enceinte du centre communautaire Saint-Augustin, en périphérie de la ville. L'agence Prestige Logistique installait une modeste collecte de fonds caritative. Rien de tape à l'œil, juste de la nourriture, des chaises en plastique et quelques banderoles. Marc sortit en s'essuyant le front. Le travail du jour n'avait rien de glamour, mais Aïcha était déjà là, les manches retroussées, arrangeant les nappes aux côtés des bénévoles. Elle ne leur donnait pas d'ordre, elle travaillait avec eux, silencieuse, concentrée et bienveillante. Marc s'appuya contre la voiture un instant et l'observant. Soudain, quelque chose attira son attention. Un garçon, âgé d'une dizaine d'années peut-être, pieds nus et boitillant, s'approchait du portail. Son t-shirt était déchiré et son visage barbouillé de poussière. Un gardien de sécurité lui faisait déjà signe de partir. « Allez, oust, pas de nourriture pour les enfants des rues ici. Cet événement est pour les invités inscrits. » Aïcha se retourna brusquement. « Attendez !» Le garçon se figea, les yeux écarquillés. Le gardien parut embarrassé. « Viens, » dit-elle doucement. « Comment t'appelles-tu » ? Kofi, chuchota le garçon. « J'ai faim.
Sans une seconde d'hésitation, Aïcha se dirigea vers les plateaux du traiteur, servit une généreuse portion de riz gras avec du poulet et la lui tendit dans une barquette. Puis, elle ouvrit son sac à main, en sortit un billet de 500 francs froissé, probablement sa dernière monnaie pour la journée, et le glissa dans la poche de l'enfant. « Va trouver un endroit sûr. Mange doucement et fais attention à toi. » Marc resta figé, témoin de toute la scène. Plus tard, alors qu'elle retournait à son poste, il s'approcha discrètement. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-il. » Aïcha s'essuya les mains sur une serviette. Personne n'est obligé de faire le bien, mais quelqu'un doit le faire. Vous lui avez donné votre dernier billet, observa Marc. Elle haussa les épaules. J'ai connu des jours où je priais pour avoir juste ça. Un long silence s'installa. Puis elle leva les yeux vers lui. Vous pensez que je suis bizarre, n'est-ce pas? Marc secoua la tête. Je pense que vous êtes rare. Pendant un instant, ils restèrent immobiles dans la brise légère de l'après-midi, laissant le silence en dire bien plus que les mots. Plus tard, dans la soirée, alors qu'il la ramenait chez elle, Aïcha insista pour s'asseoir à l'avant, à côté de lui. « C'est étrange, non ?» fit-elle soudainement. « La façon dont les gens changent d'attitude selon ce que vous portez, où vous vivez, ou comment vous gagnez votre vie. » Marc esquissa un sourire en coin. « Tu as remarqué ça aussi ?»« J'habite un petit appartement à Yopougon, » expliqua-t-elle. « Parfois, quand je le dis, le ton des gens change. Ils me parlent différemment, comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. »« Mais tu n'agis pas comme une pauvre, » rétorqua doucement Marc. « Parce que je ne le suis pas, » répondit-elle avec fermeté. « Mon compte en banque dirait peut-être le contraire, mais mon cœur est riche. » Marc lui jeta un regard, sentant sa poitrine se serrer. Il avait entendu des discours brillants dans les salles de conseil d'administration, mais jamais des paroles d'une telle justesse. Lorsqu'il la déposa ce soir-là, Aïcha marqua une pause avant de descendre. « Merci, Marc. »« Pourquoi ?»« Pour avoir écouté. » Elle descendit, fit un signe de la main et disparut dans l'allée de sa modeste concession. Marc resta assis un moment, le moteur tournant au ralenti. Elle ignorait qui il était vraiment, et pourtant, elle le connaissait mieux que quiconque. La semaine suivante, l'agence Prestige Logistique fut engagée pour coordonner les fiançailles de la haute société dans le quartier huppé de la Riviera Golf. Le client était la fille d'un influent politicien. Le mot d'ordre était l'opulence. Draperie dorée, orchidées importées, centre de table en marbre et une liste d'invités comprenant sénateurs et célébrités. Marc arriva tôt, vêtu de sa tenue habituelle, une chemise grise délavée, un vieux jean et sa fidèle casquette. Il gara la Peugeot derrière une rangée de Mercedes et de 4x4 rutilants. À l'intérieur, le personnel s'affairait dans une atmosphère électrique. La future mariée, Chloé, était bruyante et tyrannique. « Je veux que les coupes de champagne soient inclinées exactement à 30 degrés, pas 29, pas 31, 30, aboya-t-elle. Aïcha se déplaçait avec grâce, gérant les instructions, apaisant les esprits échauffés et coordonnant la logistique avec une efficacité silencieuse. Puis vint le moment qui fit crisper la mâchoire de Marc. Alors qu'il attendait près de l'entrée de service pour les derniers ordres de livraison, Chloé passa avec sa demoiselle d'honneur et le pointa du doigt. « Regarde, ça doit être leur chauffeur local. Vois comment il s'appuie sur ce taco comme si c'était une Ferrari. » L'autre femme éclata de rire. « Ces gens ont de la chance qu'on les laisse respirer le même air que nous. » Marc baissa les yeux, il ne dit rien. Il avait entendu pire, mais la remarque le piqua. Non par orgueil blessé, mais parce qu'elle lui rappelait avec quelle rapidité le monde jugeait la valeur d'un homme à son statut. Aïcha sortit quelques instants plus tard, portant un plateau de bouteilles d'eau pour les décorateurs. « Marc, ça va ?» demanda-t-elle doucement, remarquant l'ombre dans son regard. « Je vais bien », répondit-il en forçant un sourire.
Elle posa le plateau et se pencha vers lui, complice. Ne les laisse pas t'atteindre. Ils font beaucoup de bruit à l'extérieur parce qu'ils sont vides à l'intérieur. Il cligna des yeux, surpris. Tu as entendu ? Chaque mot. Il hocha lentement la tête, submergé par la gratitude. Merci. Je n'aime pas les brutes, dit-elle, qu'ils soient riches ou fauchés. De retour à l'intérieur, la situation dégénéra. La cliente accusa l'un des serveurs d'avoir volé un petit flacon de parfum et exigea son renvoi immédiat. L'homme pleurait, jurant qu'il n'avait rien touché. La sécurité fut appelée, mais Aïcha intervint, s'interposant calmement. « Je surveillais la salle, déclara-t-elle d'une voix ferme, et j'ai vu la demoiselle d'honneur glisser ce flacon dans sa pochette pendant l'installation. Ne punissez pas un innocent. » La cliente la foudroya du regard. « Et qui êtes-vous pour me remettre en question ?»« Quelqu'un qui a des yeux, » répliqua Aïcha. Une tension palpable envahit la pièce, suivie d'un silence lourd. La demoiselle d'honneur bafouilla, mal à l'aise, et changea rapidement de sujet. Le serveur fut autorisé à rester. Marc, observant la scène depuis l'écart, sentit son cœur gonfler de fierté. Ce soir-là, alors qu'il rangeait le matériel et prenait la route du retour, Aïcha restait silencieuse. « Tu as été courageuse aujourd'hui, » dit Marc pour briser la glace. Elle regarda par la fenêtre, les lumières de la ville défilant sur son visage. « On ne m'a pas élevé pour craindre ceux qui crient fort. On m'a élevé pour faire ce qui est juste. » Marc ne pouvait plus cacher son admiration. « Tu n'arrêtes pas de me surprendre. » Elle se tourna vers lui et sourit. « Tant mieux, la vie a besoin de surprises. » Il lui rendit son sourire. Mais au fond de lui, quelque chose d'autre s'agitait. Ce n'était plus seulement de l'admiration, c'était plus profond, plus réel. 2 semaines plus tard, l'éclat du sourire d'Aïcha avait changé. Elle restait bienveillante et organisée, mais une lueur s'était éteinte dans ses yeux. Une lourdeur silencieuse la suivait de réunion en réunion. Marc le remarqua immédiatement. Elle parlait moins, elle soupirait davantage. Ce vendredi-là, en attendant de la ramener chez elle, il finit par demander « Aïcha, est-ce que ça va ?» Elle hésita. « Juste fatiguée, Marc. Longue semaine. » Il n'était pas convaincu. Le lendemain, il passa à l'agence pour lui rendre un dossier oublié dans la voiture. Elle n'était pas là. Une collègue mentionna qu'elle avait dû se précipiter à l'hôpital. Sa mère avait fait un malaise le matin même. Le cœur de Marc se serra. Ce soir-là, toujours déguisé avec son vieux polo et sa casquette, il se rendit à l'hôpital Saint-Joseph, un établissement public modeste en bordure de ville. À l'accueil, il demanda des nouvelles de la patiente, Madame Odette. L'infirmière le toisa, supposant qu'il était un proche ou un employé de maison, et soupira. « Elle est stable, mais sa fille a du mal avec les frais. On ne peut pas commencer la dialyse tant que le premier acompte n'est pas versé. »« C'est combien ?» L'infirmière annonça la somme. 800 000 francs CFA. Une fortune pour le commun des mortels. Marc hocha la tête. « Je vais régler la compte. Anonymement. » L'infirmière le fixa, interloquée. « Vous êtes sûr ?»« Peu importe qui paie. Dites juste qu'un ange est passé. » Plus tard dans la nuit, Aïcha arriva avec une liasse de billets, tout ce qu'elle avait pu rassembler. Ses mains tremblaient alors qu'elle posait l'enveloppe sur le comptoir. Mais l'infirmière lui sourit. « Vous arrivez trop tard, dit-elle. La facture a été réglée il y a des heures. » Aïcha se figea. « Quoi ?» ?»« Oui, un donateur anonyme a tout payé. »« Hein ? Qui ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. L'infirmière haussa les épaules. « Pas de nom. Il a juste dit que vous deviez savoir que Dieu veille. » Aïcha resta là, incapable de bouger, la gorge nouée. Quelqu'un, quelque part, avait vu sa douleur. Le lendemain, Marc vint la chercher pour une course professionnelle. Elle semblait calme,
mais ses yeux scrutaient les siens avec intensité. « Je veux te demander quelque chose, » dit-elle alors qu'il roulait. « Vas-y. » « Ma mère, elle était malade. Quelqu'un a payé sa facture. Presque 1 million. Pas de nom, pas d'appel, rien. » Marc garda le visage impassible, concentré sur la route. « Waouh, c'est incroyable. » Elle hocha la tête. « Tu crois que c'est possible ? Que quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a très peu, puisse faire un geste aussi grand ?» Il la regarda brièvement, puis reporta son attention sur le trafic. « Oui, » dit-il doucement. « Parfois, ceux qui semblent avoir le moins donnent le plus. » Elle se tourna complètement vers lui. « Marc, c'était toi ?» Il marqua une pause, puis secoua la tête avec un sourire tendre. « Moi ? Je ne suis qu'un chauffeur, Aïcha. Je n'ai même pas de carte bancaire. » Elle détourna le regard, silencieuse, mais son cœur lui murmurait « C'était toi. Je sais que c'était toi. » Et dans cet instant non dit, quelque chose de sacré venait de naître. La confiance. La semaine suivante, l'ambiance au bureau changea, et cela n'avait rien à voir avec les réservations d'événements. Monsieur Bertrand, le directeur régional des opérations, avait toujours été un homme imposant, tiré à 4 épingles et d'une assurance agaçante. Mais depuis peu, ses yeux perçants suivaient Aïcha un peu trop souvent. Sa voix s'adoucissait de manière artificielle dès qu'elle entrait dans une pièce. Grâce à sa gestion impeccable de plusieurs événements et aux éloges des clients, Aïcha venait d'être promue stratège senior. Elle avait désormais un petit box, une modeste augmentation et un nouvel éclat qui ne passait pas inaperçu. Bertrand s'appuya contre l'encadrement de son box un après-midi, sirotant un expresso dans une tasse en céramique. « Aïcha, » dit-il d'une voix mielleuse, « vous faites un travail incroyable ces derniers temps. »« Merci, monsieur, » répondit-elle sans lever les yeux de son ordinateur portable. « Je suis sérieux, » insista-t-il. « Il y a une certaine classe chez vous, une maturité. J'aime ça. » Elle leva enfin les yeux. « Vous aviez besoin de quelque chose ?» Il eut un petit rire sec. « Non, je voulais juste voir comment va la planificatrice la plus gracieuse d'Abidjan. » Elle se força à sourire poliment. « Occupé comme toujours, monsieur. » Lorsqu'il s'éloigna, Aïcha expira longuement. Elle connaissait ce comportement. Les signes avant-coureurs, la flatterie, les regards insistants, les messages aléatoires, et bientôt, les propositions déplacées. Ce soir-là, Marc vint la chercher tard après une inspection de site. Elle semblait distraite. « Ça va ? demanda-t-il. « Juste des histoires de bureau, dit-elle en regardant par la fenêtre. Mon patron agit bizarrement. » Comment ça ? Comme s'il me voyait différemment tout à coup. Comme si j'étais un trophée. Marc resserra sa prise sur le volant, les jointures blanchies. « Et comment tu te sens par rapport à ça ?» Elle eut un sourire faible. « J'ai envie de partir, mais je ne peux pas me le permettre. J'ai le loyer, les frais d'hôpital, l'école de mon petit frère. » Il voulut lui dire « Tu n'as plus besoin de souffrir », mais il se retint. Ce n'était pas encore le moment. Les jours passèrent et Bertrand devint plus audacieux. Un après-midi, lors d'une réunion d'équipe, il lui tendit une boîte contenant un smartphone dernier cri. « Un petit cadeau, » annonça-t-il fort, « pour votre excellence. » Aïcha l'ouvrit lentement. Un téléphone neuf. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle en reposant la boîte sur la table. « Mais si, voyons, » rit-il, « vous méritez de belles choses. Vous méritez mieux que cette vie. » Il marqua une pause, le regard lourd de sous-entendu. « Dînons ensemble, » ajouta-t-il. « Je peux vous faciliter la vie. Un meilleur poste, moins de stress. Une femme comme vous devrait voyager, pas porter des chaises en plastique. » Aïcha se leva. « Monsieur, j'apprécie la reconnaissance, mais je ne suis pas intéressé. Merci de respecter mon espace. »
La salle tomba dans un silence de mort. Le rejet était public. Le visage de Bertrand s'assombrit, mais il garda un sourire crispé. Bien sûr, comme vous voudrez. Le lendemain, il lui imposa des horaires impossibles, coupa son indemnité de transport et la retira de l'équipe pour un mariage prestigieux. Mais Aïcha ne plia pas. Elle arrivait tôt, travaillait dur et gardait le sourire malgré tout. Et depuis le coin du parking, Marc observait tout. Elle ne méritait pas seulement mieux, elle méritait tout. C'était un mardi après-midi étouffant lorsque la situation atteignit son point de rupture. Prestige Logistique gérait une collecte de fonds politiques sous haute tension. Aïcha avait été chargée de la coordination logistique, bien qu'elle eût été écartée du projet à la dernière minute, à peine une semaine plus tôt. Le planificateur initial était tombé mystérieusement malade, et Bertrand avait jeté le dossier sur son bureau avec un sarcasme mordant. « Voyons si vous êtes capable de gérer quelque chose d'important. » Et elle l'avait fait à la perfection. Elle avait coordonné les prestataires, établi le plan de table et même résolu une panne de courant avec le technicien de la salle avant l'arrivée des invités. Mais alors que l'événement débutait et que les personnalités arrivaient, Bertrand passa à l'attaque devant les traiteurs, les décorateurs et l'équipe de sécurité. Il marcha vers Aïcha, tenant un bouquet de fleurs et une bouteille de vin hors de prix. « Mesdames et messieurs, lança-t-il fort, notre brillante Aïcha mérite bien plus que des applaudissements. » Elle se figea. Bertrand lui tendit le bouquet. « Une femme comme vous devrait être célébrée dignement. Pourquoi ne pas terminer cette soirée par un dîner spécial? Juste nous deux. » Un silence gêné s'installa, ponctué de murmures. Aïcha recula d'un pas. « S'il vous plaît, ne faites pas ça ici. » Bertrand sourit avec suffisance. « Pourquoi pas? Ne jouez pas les timides. Vous savez que vous en mourrez d'envie. » « Ce n'est pas le cas, » répondit-elle fermement. « Monsieur, respectez-vous, je vous prie. » Il perdit son sourire. « Alors, vous allez continuer à faire semblant? Vous préférez suivre ce chauffeur miteux plutôt que d'être avec quelqu'un qui peut réellement vous élever? » Le personnel étouffa un hoquet de surprise. Quelqu'un rit nerveusement. Les larmes menaçaient de couler, mais Aïcha se tint droite. Au moins, c'est un être humain décent. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. « Vous pensez que cet imbécile vaut mieux que moi ?» rugit-il. « Il conduit une épave qui tient par miracle, et vous le laissez venir vous chercher comme si vous n'étiez rien. » Elle ne répondit pas. « Je vous ai faite, hurla-t-il, et je peux vous briser. » Les invités commençaient à tourner la tête vers le tumulte près des tentes de service. Sans un mot de plus, Aïcha tourna les talons et s'éloigna, les poings serrés, ravalant ses larmes. Elle se réfugia derrière le bâtiment, s'appuya contre le mur et s'effondra. Quelques instants plus tard, Marc la trouva là. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient d'une fureur froide. « J'ai tout vu, » dit-il. Elle essuya son visage précipitamment. « Marc, ne t'en mêle pas. Il va me virer. » Marc s'approcha. « Il t'a déjà humilié. Que peut-il te prendre de plus ? » « Je ne veux pas perdre ce travail, » dit-elle doucement. « J'ai des gens qui dépendent de moi. » Il resta silencieux un instant. Puis il déclara : « Tu ne perdras rien. Pas tant que je suis là. » Ce soir-là, Aïcha rentra chez elle en silence. Mais lorsqu'elle déverrouilla la porte de son appartement, elle se figea. Sur le sol, il y avait un petit bouquet modeste et une boîte de téléphone emballée d'un simple ruban rouge. Une note manuscrite y était attachée. « De moi à toi, juste pour te rappeler que tu es vu et que tu as de la valeur. Ton ami. » Elle toucha la note de ses doigts tremblants. Pas de nom, pas de signature,
mais son cœur lui chuchotait la vérité. Le jeudi matin arriva avec une énergie étrange et inquiétante. Tous les membres du personnel de Prestige Logistique reçurent le même message cryptique peu après 7 heures. Tout le personnel doit se présenter au grand hall Saphir à 9 heures précises. Aucune exception. Annonce obligatoire. Tenue de ville exigée. Le message provenait du siège social. Pas de nom, pas d'explication. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. L'entreprise était-elle vendue? Allait-elle fermer? Aïcha arriva dans une robe simple et des talons bas, confuse mais digne. Son téléphone vibrait des messages de ses collègues, mais personne n'avait de réponse. Elle ne savait pas où était Marc. Il n'était pas venu la chercher ce matin-là. Il avait laissé un message la veille au soir. « J'ai quelque chose à régler. Je te verrai au hall. » À 8h55, l'immense salle de conférence était comble. Décorateurs, équipe logistique, planificateurs, traiteurs, des cadres supérieurs aux stagiaires, tous étaient assis épaule contre épaule. Sur scène, un grand écran affichait le logo de Kwame Motors. La confusion grandit. Quel rapport entre un constructeur automobile et leur agence d'événementiel? Bertrand était assis au 2e rang, jambes croisées, tapotant sur son téléphone avec l'air de celui qui possède les lieux. Puis, à 9h01, les lumières s'atténuèrent. Un projecteur unique éclaira l'allée centrale et Marc fit son entrée. Mais il ne portait pas son uniforme poussiéreux de chauffeur. Il était vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, le visage rasé de près, élégant, impérial. Une onde de choc traversa l'audience. Certains se penchèrent en avant, plissant les yeux, incrédules. Bertrand éclata de rire. « Qu'est-ce que c'est que ça? Le chauffeur est devenu fou ?» Marc monta sur le podium sans se presser. Il se tint droit, la voix assurée. « Bonjour, dit-il. Je m'appelle Jean-Marc Kwame, fondateur et PDG de Kwame Motors, et désormais actionnaire majoritaire de Prestige Logistique. » La salle tomba dans un silence stupéfait. Quelqu'un laissa tomber son téléphone. Un autre murmura une prière. « J'ai passé les derniers mois à travailler parmi vous, non pas comme PDG, mais comme chauffeur, poursuivit-il. Je voulais voir comment les gens se comportaient quand ils croyaient que je n'avais rien. Je voulais observer, écouter et apprendre qui vivait vraiment avec intégrité et qui ne s'inclinait que devant le pouvoir. » Il marqua une pause, puis fixa son regard droit sur Bertrand. « Monsieur Bertrand ?» Le visage du manager se vida de toute couleur. « Durant votre mandat, vous avez harcelé le personnel féminin, abusé de votre position et humilié publiquement une femme pour avoir refusé vos avances. J'ai tout vu, et aujourd'hui, vous êtes officiellement licencié, avec effet immédiat. » Des agents de sécurité entrèrent silencieusement et se dirigèrent vers Bertrand. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla-t-il en se levant. « C'est illégal !»« Je possède ce bâtiment, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et la voiture avec laquelle vous êtes venu ici, » dit Jean-Marc froidement. « Vous pouvez disposer. » Alors que Bertrand était escorté vers la sortie, le silence dans le hall restait pesant. Jean-Marc se tourna vers la foule. « Mais il y a une personne qui a tout changé pour moi. Une personne qui a offert de la gentillesse quand personne d'autre ne le faisait. Quelqu'un qui m'a vu non pas pour mes vêtements, mais pour mon âme. » Il se tourna et tendit la main. « Aïcha, s'il te plaît, approche. » Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme alors qu'elle se levait. La salle entière regardait, le souffle coupé. Ce n'était plus seulement une histoire, c'était un moment de grâce. Aïcha marcha lentement vers la scène, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Chaque pas semblait irréel. Jean-Marc lui tendit la main et l'aida doucement à monter les marches. Désormais, face à face sous les projecteurs, il la regarda avec cette expression calme et chaleureuse qu'elle avait vue tant de fois, mais jamais avec une telle intensité. « Je voulais te le dire plus tôt, commença-t-il. Mais je devais être sûr.
J'avais besoin de savoir qui se tiendrait à mes côtés si je n'avais rien. Les lèvres d'Aïcha tremblèrent. « Tu m'as menti ?»« Oui, dit-il doucement, mais pas pour te blesser, pour trouver quelque chose de vrai. Et avec moi ? Je l'ai trouvé. » Au premier rang, un membre du personnel chuchota. « C'est réel ?» Un autre répondit. « Elle est la seule à avoir toujours été gentille avec lui. » Jean-Marc sortit de sa poche un petit écrin de velours. Des halètements résonnèrent dans le hall. Il mit un genou à terre. La salle devint totalement silencieuse. « Aïcha, dit-il d'une voix stable, tu m'as parlé quand personne d'autre ne le faisait. Tu m'as donné à manger quand j'étais fatigué. Tu m'as défendu quand les autres se moquaient. Tu m'as traité comme un être humain quand je portais le masque d'un moins que rien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et je ne veux pas passer un seul jour de plus sans ton sourire, ta force et ton cœur à mes côtés. » Il ouvrit la boîte. Une bague en diamant étincelant y reposait. « Veux-tu m'épouser ?» Aïcha resta figée, les mains tremblantes, incapable de parler. Puis elle tomba à genoux devant lui, les larmes coulant librement. « Oui, murmura-t-elle, oui, je le veux. » La salle explosa. Applaudissements, cris de joie. Certains collègues frappaient dans leurs mains avec de larges sourires, d'autres s'essuyaient les yeux. Jean-Marc se releva, glissa doucement la bague à son doigt et l'attira dans une étreinte alors que le hall vibrait d'ovations. C'était un moment de rédemption, de justice et d'amour pur, sans filtre. Quelques instants plus tard, il lui tendit une seconde enveloppe. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre de nomination. Aïcha Koné, directrice des relations publiques, prestige logistique. Salaire de départ, 3 millions de francs CFA par mois. Appartement de fonction et véhicule inclus. Sa mâchoire tomba. « Je ne suis pas seulement tombé amoureux de toi, » dit Jean-Marc. « J'ai vu ta force, ton leadership. Tu mérites d'être au sommet. Pas seulement à cause de ton cœur, mais à cause de ton esprit. » La foule applaudit à nouveau, plus fort cette fois. Aïcha regarda autour d'elle, observant ce visage qu'il avait autrefois ignoré, et cet homme qu'elle pensait être un simple chauffeur bienveillant. « Merci, » murmura-t-elle. Jean-Marc sourit. « Non, merci à toi de m'avoir vu quand j'étais invisible. » Le soleil se levait sur Abidjan avec une douce lueur dorée, réchauffant la cour sereine du jardin des orchidées, où des fleurs blanches dansaient dans la brise et où les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, prenaient place. Une douce mélodie commença à jouer. À l'autel se tenait Jean-Marc, royal dans un smoking ivoire, sa nervosité dissimulée derrière un sourire indélébile. À sa gauche se tenait Seydou, son fidèle assistant et témoin, chuchotant. « Respire, patron. C'est la partie facile. » Jean-Marc ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur le fond de l'allée. Et puis elle apparut. Aïcha, vêtue d'une robe blanche fluide qui scintillait avec une grâce discrète, tenant un bouquet de roses ivoire. Elle marchait lentement, chaque pas portant les souvenirs de vieux taxis, de rêves brisés et d'une Peugeot fatiguée qui l'avait conduite vers tout ce qu'elle n'avait jamais espéré. Les larmes montèrent aux yeux de nombreux invités, surtout ceux qui savaient qui elle avait été avant tout cela. Une fille avec un sac à main rapiécé et un cœur généreux. La poitrine de Jean-Marc se serra à son approche. « Tu ressembles à un rêve », chuchota-t-il, lorsqu'elle arriva à sa hauteur. « Tu es le mien », répondit-elle dans un souffle. La cérémonie fut simple, élégante et profondément émouvante. Lorsque l'officiant prononça les mots tant attendus, Jean-Marc se pencha doucement, embrassa d'abord son front et puis ses lèvres. La foule exulta de joie. La réception se tint sous une canopée de lumière. Le personnel de Prestige Logistique dansait librement avec les clients, les célébrités et même des représentants du gouvernement.
Il n'y avait pas de division ce jour-là, juste de la joie, des rires et de la célébration. Plus tard dans la soirée, alors que la musique s'adoucissait, Jean-Marc prit le micro. J'ai cru un jour que le pouvoir et l'argent étaient les clés de la vie. Mais j'avais tort. La gentillesse, le respect et l'amour, voilà les vraies richesses. Il regarda Aïcha, qui se tenait à ses côtés, rayonnante dans sa seconde robe de soirée. Cette femme a aimé un homme qu'elle croyait pauvre. Elle a défendu quelqu'un que le monde ignorait. Elle m'a montré que l'amour ne se gagne pas avec la richesse, mais avec le cœur. Aïcha prit le micro, la voix stable malgré l'émotion. Et cet homme m'a appris que la vraie force n'a pas besoin de bruit, que l'amour peut être silencieux, puissant et inattendu. Ils se tournèrent tous deux vers la foule. À tous ceux qui cherchent l'amour, ne regardez pas les poches, regardez les cœurs. On ne sait jamais. Le chauffeur en sandales aujourd'hui pourrait bien être un roi déguisé. La salle applaudit à tout rompre. La vidéo de leur histoire devint virale. Les médias l'appelèrent le conte de Cendrillon ivoirien avec une touche milliardaire. Mais pour Jean-Marc et Aïcha, la célébrité importait peu. Ce qui comptait, c'étaient les matins tranquilles ensemble, les projets communautaires qu'ils finançaient, l'école ouverte au nom de la mère d'Aïcha, l'aile de l'hôpital dédiée à Madame Odette. Ils ne vivaient pas dans un château, mais dans la gratitude. Ils avaient tout, parce qu'ils savaient l'un l'autre. Parfois, pour trouver quelque chose de vrai, il faut perdre tout ce qui est faux.